Vous êtes certainement tous au courant de l'histoire qui est en vogue en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat africain à propos de ce jeune Adama Kanté qui a fait une collecte de fonds, qui a investi dans plusieurs projets grâce à la collecte de fonds qu'il a eu à réaliser auprès des investisseurs. Sauf que depuis un certain moment, le jeune a disparu, on ne le retrouve pas et ces investisseurs sont dans tous leurs états, se posant la question de savoir si jamais ils vont récupérer leur argent un jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 raisons pour lesquelles ce genre de projet finissent toujours par échouer. 9 raisons pour lesquelles, si vous décidez de vous lancer sur cette voie, vous devez absolument faire attention parce qu'il y a toujours des risques, il y a toujours des signes annonciateurs d'échec en fait, que les connaisseurs peuvent identifier. Et si jamais vous voulez prendre cette voie-là, il serait important pour vous de suivre cette vidéo pour ne jamais tomber dans ce genre de piège. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui Adama Kanté, je vais d'abord commencer par vous présenter ce jeune garçon que vous voyez à l'écran. C'est un jeune qui a fait le buzz à un moment donné sur les réseaux sociaux où on l'a vu dans un puits, creusant un puits pour pouvoir avoir de l'eau et alimenter ses plantes qui est en train de mourir. C'est également un jeune qui a été mis en avant par Forbes comme l'un des jeunes les plus promoteurs en Afrique. C'est un jeune dont j'ai parlé sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, le présentant comme exemple que la jeunesse devait suivre parce que voilà, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il avait plutôt de bons résultats et effectivement, il était prometteur. C'est également un jeune dont on a vu les images des grands bâtisses qu'il était en train de construire, des immeubles qu'il construisait. Donc, on le voyait dans ses bureaux toujours bien soignés, bien apprêtés et tout ça. Donc, effectivement, la jeunesse malienne et la jeunesse africaine tout entière comptaient beaucoup sur lui. Je ne sais pas si je dois dire comptait ou bien compte beaucoup. En tout cas, je vous donnerai ma position certainement à la fin de cette vidéo ou bien dans une autre vidéo sur ce que moi, je pense de lui particulièrement. Alors, la première raison pour laquelle ce genre de projet, les projets de collecte de fonds échouent, c'est que très souvent, ils n'ont pas de business model. D'accord? Ce sont souvent des start-upers. Voilà. L'idée de la start-up, c'est vraiment une idée business qu'on met sur pied qui est intéressante parce qu'elle permet de gagner de l'argent. Elle permet sauvagement de gagner de l'argent. Sauf que ce n'a pas vraiment un business model qui existe, comme on dirait le business model des restaurants, le business model des hôtels. Donc, il n'y a pas encore ça, quoi. Sauf que dans ce cas, vous allez vous rendre compte que généralement, ce genre de personnes, ils vont commencer par une belle idée et après 2 ans, à moins de 5 ans, ils sont déjà sur une autre idée. Ça a été le cas avec Adama Kanté. Lui, il a commencé avec l'agriculture pure et dure. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont souscrit à son projet, c'était des gens qui savaient qu'il allait planter voilà, des cultures qui allaient porter du fruit. Ensuite, il allait les commercialiser. Après, il a dit qu'il allait faire la transformation. Après la transformation, c'était la vente, la commercialisation. Après la commercialisation, c'était l'immobilier. Donc, il s'est lancé dans l'achat des terrains, la construction des terrains pour les mettre en location ou bien pour faire des meublés ou bien pour faire des hôtels. En tout cas, il est quitté d'une idée business à une autre idée business en moins de 5 ans. Sauf que le monde des affaires ne fonctionne pas comme ça. Le monde du business ne fonctionne pas comme ça. Pour savoir que ton projet est rentable, ça te prend... Les experts te parlent de 5 ans. D'autres te diront même 10 ans. Oui, avant de savoir que ce projet est stable, pendant 5 ans, le projet a subi les phases de croissance. Le projet a subi toutes les embûches qui auraient pu le tuer. Le projet a subi toutes les défaillances en termes d'équipe, voilà, de main d'œuvre et aussi du leader qui porte le projet. Parce qu'il faut savoir que le leader qui porte le projet ne sera pas toujours tout feu, tout flamme à toute époque. Donc, ça te prend au moins 5 ans pour observer tout cela et voir comment le projet reste viable pour comprendre que voici un business model, voici un projet sur lequel on peut investir, voici je peux encore tirer encore plus loin. Sauf que notre ami n'a même pas attendu. En moins de 5 ans, il s'est lancé dans plusieurs autres choses. Et je vous assure que quand tu as un regard averti, tu peux comprendre que à long terme, ça ne va pas donner grand-chose. Tu peux comprendre qu'à long terme, ce sera compliqué. La deuxième raison, c'est quoi? C'est l'immaturité financière et fiscale du porteur de projet. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans l'économie, il y a 2 choses principales à prendre en considération, surtout quand tu es dans le business et que tu portes un projet d'envergure, un projet où on parle de millions de francs CFA, peut-être même du milliard, parce qu'il y en a qui ont parlé du milliard, d'accord?
À ce moment, il faut avoir une bonne éducation financière. D'accord? La base de l'éducation financière, c'est quoi? C'est de maîtriser ses entrées et ses sorties. Alors, moi, je ne suis pas dans son équipe. Je me base de tout ce qui a été mis sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il a dit de sa propre bouche, tout ce que les souscripteurs ou alors les investisseurs ont eu à dire, tout ce que les magazines qui ont publié sur lui ont eu à dire, pour me rendre compte que au niveau de l'éducation financière, il y avait des failles. Quand tu portes un projet, tu dois maîtriser c'est quoi tes entrées. Est-ce que tu as même des entrées? C'est quoi tes entrées? Si tu te rends bien compte que dans son projet, ses entrées principales, c'était les fonds que ses souscripteurs ou alors ses investisseurs avaient mis. Je ne sais même pas si effectivement ces projets-là lui rapportaient de l'argent. Je ne sais pas si les produits qu'il avait mis sur le marché effectivement lui rapportaient de l'argent qui pouvait permettre à l'activité de rouler. Encore que là, c'est pas vraiment un gros problème parce que tu as des business qui tournent pendant des années sans être réellement rentables. Les porteurs de projets, vous comprenez ce que je suis en train de dire, sans être réellement rentable. Mais bon, on va regarder la chose plus tard, de notre côté plus tard. Donc, il faut savoir quelles sont tes rentrées, quelles sont tes sorties. D'accord? Si tu ne maîtrises pas bien tes sorties, ton business va dans tous les sens. Et quand je vois un peu comment est-ce que l'activité fonctionnait, je me rends compte qu'il y avait un problème au niveau des sorties. Ils ont passé le temps à investir, quitter d'un projet pour un autre projet, quitter d'un projet pour un autre projet, faire sortir l'argent à tout bout de champ pour lancer des nouveaux projets en vue de la rentabilité de ces projets, sans être sûr que le premier projet est déjà rentable et peut vivre de lui-même. Parce qu'on vous parle souvent de la diversification. C'est bien la diversification. Mais si tu as un bébé qui ne se prend pas en charge lui-même, tu vas encore faire un autre bébé. Tu te retrouves avec deux bébés que tu dois prendre en charge sur l'argent des gens. Sur l'argent des gens à qui tu as fait des promesses à court terme. Mon ami, à un moment donné, c'est très compliqué. Deuxième aspect, la fiscalité. Au niveau de la fiscalité, il faut savoir que quand tu te présentes comme un porteur de ce genre de projet, tu as l'État qui est derrière toi. Tu as les impôts qui sont derrière toi, qui veulent manger également, qui veulent que tu payes les impôts. Et généralement, dans nos pays d'Afrique, là, c'est très compliqué. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici sur Internet, mais suivez mon regard. C'est très compliqué. On va te dire, tu dois payer l'impôt. On te facture des fois l'impôt sur ton chiffre d'affaires. Oui, parce qu'il y a des pays comme ça qui te facturent l'impôt sur ton chiffre d'affaires que tu as déclaré. Du coup, c'est très compliqué. Et sachant que dans le cas d'espèce, il prend l'argent des souscripteurs, il prend l'argent des investisseurs. Donc, il y a des chiffres qu'il est obligé de déclarer. Sinon, il a les problèmes avec ses souscripteurs ou avec ses investisseurs. De l'autre côté, l'État dit, OK, tu as déclaré ce genre de chiffres. Nous aussi, nous devons avoir l'impôt sur ça. Sauf que au début, tu ne maîtrises pas bien le business. En Afrique, on ne fait pas ce genre d'erreur. En Afrique, on n'investit pas comme ça. Il y a un minimum de connaissances, un minimum de sagesse à mettre sur pied. Sinon, ton projet meurt avant d'avoir commencé. Et je pense que ce sont ce genre d'erreurs qu'il a eu à commettre et il se retrouve là où il se retrouve aujourd'hui. Et comble de malheur, si tu n'as donc pas les bons conseillers, si tu n'as pas des bons fiscalistes, qui vont te dire comment tu dois faire, qui vont te dire ce que tu dois déclarer, qui vont te dire comment est-ce que tu dois jouer avec la fiscalité. Mon ami, c'est très compliqué. Je vous assure, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai vu des gens, j'ai été proche des gens qui ont eu ce genre de projet et en fin de compte, ils étaient obligés de changer les choses. D'accord? La troisième des choses qui peut faire que ce genre de projet échoue, c'est quoi? C'est la mauvaise équipe ou alors une équipe non enseignable, je vais l'appeler comme ça. Alors, quand vous regardez un peu les communications de notre jeune Adama, vous vous rendez compte que la plupart des membres de son équipe, c'était des jeunes, d'accord? Lui-même, c'était un jeune, il avait moins de 25 ans. Donc, tu te rends bien compte que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des affaires, ce sont des gens qui n'ont pas encore vraiment lancé un business de leur propre poche, et que ce business leur produise des chiffres comme des 10 millions de francs CFA, d'accord? Sauf que les voilà sur des projets qui sont en train de gérer des centaines de millions, voire même le milliard, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais géré un projet sous fonds propres qui touche ce genre de fonds. Il faut savoir que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, sauf si ton leadership est très élevé, il y aura dérapage.
oui, il y aura dérapage. Je vois, les gens l'appelaient millionnaire, les gens l'appelaient milliardaire, le milliardaire, sauf qu'il n'était pas milliardaire. Il avait un fonds de roulement de millions, de milliards, mais lui-même il n'était pas milliardaire ou il n'était pas millionnaire. Mais le simple fait qu'on t'appelle comme ça te change. Le simple fait que partout où tu passes, on t'appelle comme ça te change. Le simple fait que tu es dans une équipe où on dit, nous on a les milliards, nous on a les millions, ça te change. Je me rappelle une fois, un membre de mon équipe est venu me dire que, madame, quand les gens savent que je travaille dans votre équipe, ils se disent que je suis super riche. Parce qu'on vous appelle la millionnaire. Ils se disent qu'on me paye aussi en termes de millions ou on me donne un salaire en livres sterling. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, madame. Et ça m'a transmis un message, en fait. Ça m'a fait comprendre que les gens, en fait, ils se foutent de savoir c'est quoi la réalité. Ils se basent sur ce qu'on dit sur Internet. Ils se basent sur ce qu'ils entendent, quoi. Et chacun veut tirer sa part. Je suis sûre que dans la famille de ce jeune-là, on lui disait, ok, tu es déjà riche, n'est-ce pas? Achète-nous les voitures, construis-nous des maisons, fais-nous des cadeaux, fais-nous ceci, fais-nous cela. Et du coup, ça va dans tous les sens. De l'autre côté, en ce qui concerne l'équipe réellement, si il n'y a pas des personnes qui sont réellement expérimentées pour pouvoir donner des conseils avisés sur ce genre de projet, je vous assure, ça va dans tous les sens. Sauf que avoir une équipe expérimentée, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Hein? Vous allez sentir ça passer. Donc, est-ce qu'il avait le leadership assez développé pour savoir miser sur les bons conseillers, pour savoir miser sur des personnes vraiment expérimentées qui auront aussi le cœur du développement pour comprendre que voici un jeune projet, faisons grandir le projet, ne cherchons pas à avoir trop d'argent pour un début. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération parce que le projet ne réussit pas seulement par le leader. Le projet réussit aussi par l'équipe qui est autour de ce projet-là. Je vous assure, le leader peut attirer les gens, mais ce qui va faire que le projet continue à grandir, c'est la qualité des personnes qui sont là. Et si ces personnes ne sont pas aussi enseignables, ils peuvent avoir les meilleurs conseillers, ils ne vont pas réussir. Moi, j'ai lu un des témoignages des souscripteurs ou des investisseurs qui disaient qu'ils n'écoutent pas, l'équipe n'écoute pas. On leur donne des conseils, mais ils n'écoutent pas. Par exemple, la diversification, il y a des gens qui leur ont dit « Non, ce n'est pas encore le moment de diversifier. » Ils n'ont pas écouté, ils ont diversifié. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas enseignable, vous allez finir par tomber dans ce genre de piège. La quatrième raison pour laquelle on peut échouer dans ce genre de projet, c'est quoi? C'est les rendements, les promesses trop élevées et les rendements trop élevés aux contribuables ou bien aux souscripteurs. Dans le cas d'espèce, on nous parlait des rendements de près de 40%. Les amis, on a déjà vu ça où? Même quand tu lances un business sous fonds propres, les premières années, tu ne pars pas chercher des rendements de 40%. C'est absurde. Moi, dans le commerce, je vais chercher les rendements de 20 à 30%. Vous comprenez ça? De 20 à 30% parce que je suis au début. Je me considère comme au début. Je considère que les gens doivent me connaître mon produit, apprendre à faire confiance en mon produit et se familiariser à ça. Donc, si je mets mes rendements trop élevés, mon bénéfice trop élevé, je ne vais pas m'en sortir. Donc, quand une personne comme ça te promet à toi, le souscripteur, l'investisseur, 40% en termes de rendement, ça veut dire que lui-même, il a eu quoi? Il reste avec combien? Il a eu quoi? Ça veut dire qu'il est sur un projet de rendement de 100%? Est-ce que c'est possible pour un début? On va dire que oui, l'agriculture a des rendements élevés. Mais à quel niveau? Avec quel niveau d'investissement? Vous voyez un peu? Donc, c'était tout simplement illusoire. Ça ne pouvait pas marcher en fait. Donc, et moi, des fois, je me dis, ce genre d'investisseurs qui s'engagent dans ce genre de projet, ce sont juste des investisseurs qui ont les yeux plus longs que le ventre. Parce que normalement parlant, vous ne devez pas accepter ce genre de choses. Vous ne devez même pas croire à ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Warren Buffett dit que l'investissement intéressant, c'est un investissement qui te donne des rendements de 10%. Ça, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. 10%. Mais là, on vous parle de 40%. Donc, c'était normal qu'à un moment donné, il n'arrive plus à satisfaire ses contribuables et qu'il fasse faillite. Le cinquième point, c'est quoi? C'est le début des remboursements qui sont généralement après 12 mois ou après un an.
Alors, quand je regarde souvent ce genre de business-là, ce genre de projet, où on te dit, après 12 mois, on commence à te payer, on commence à te verser voilà, des fonds, je me dis, en 12 mois, vous faites comment pour que en 12 mois, vous ayez assez d'argent pour satisfaire vos souscripteurs, pour satisfaire vos investisseurs? Généralement, ce n'est pas possible. Bon, prenons le cas de l'agriculture, n'est-ce pas? Certaines cultures prennent combien de temps pour commencer à produire, pour qu'on puisse les mettre sur le marché? D'accord? Ok, quand tu fais la première récolte, supposons après 3 mois, n'est-ce pas? Après 3 mois, tu fais la première récolte. Tu as besoin de rassembler assez de fonds pour lancer la deuxième récolte. Entre-temps, tu payes les loyers. Entre-temps, tu payes les salaires. Entre-temps, tu dois faire connaître ton produit. Tu dois faire connaître ton produit. Et pour faire connaître ton produit, généralement en marketing, on te dit d'être prêt à prendre 25% de ton bénéfice pour investir, pour ton marketing. Comment est-ce que tu fais pour avoir cet argent-là et en 12 mois, être capable de satisfaire tous tes investisseurs? Les amis, ça ne marche pas. Donc, quand tu es un connaisseur et que tu regardes ce genre de choses, tu comprends que rapidement, ça va tomber. Et la plupart des projets africains de levée de fonds, c'est ce genre de promesses qu'ils vous font. C'est ce genre de promesses qu'ils vous font et ensuite vous tombez dans le piège. Eux-mêmes, ils tombent aussi dans ce piège et puis dépendante totale. Ça devient des problèmes un peu partout. Ce sont les pleurs un peu partout. Donc, si vous voulez lancer ce genre de projet, évitez de tomber dans ce genre de piège. En 12 mois, ce n'est pas possible. Alors, il y en a, je comprends qu'il y en a qui vont me dire que, mais Marthe Karine, il faut bien qu'on donne des arguments, il faut bien que, voilà, qu'on attire les investisseurs. Je vous en supplie, ça ne vous sert à rien d'attirer des mauvais investisseurs dans vos projets. Vous allez finir comme Adama. Ça ne vous sert à rien d'attirer des mauvais investisseurs. Un investisseur qui est trop pressé, ce n'est pas un investisseur. Un investisseur qui va déposer une certaine somme d'argent et en 12 mois vouloir avoir tout, ce n'est pas un investisseur, c'est une épine dans vos pieds. C'est une épine dans vos pieds. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Le 6e point, qui est un point qui va vraiment vous intéresser et qui va vous faire vous poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est le grossissement de l'image du leader plus que le produit ou le service qui est en vente. Alors, quand moi j'ai suivi cette histoire, je me suis posé une seule question. Je me suis demandé, mais quel est le produit même que Adama vend qui est sur le marché que je peux acheter? Parce que quand tu suis souvent ce genre de choses, tu te dis, ok, si je dois le supporter, je dois l'aider, c'est en faisant la promotion de son produit. Quel est le produit qu'il a mis sur le marché que je peux supporter? Je suis allée sur sa page. J'ai regardé la page pendant 30 minutes. J'étais incapable de mettre un nom sur le produit ou le service qu'il est en train de vendre. J'étais incapable. Et ça, c'est une des failles de ce genre de projet à lever de fonds. On se focalise sur le leader. On dit, c'est un jeune promoteur. Forbes a parlé de lui. Oh, il est ambitieux. Oh, il est travailleur. Il a des valeurs. On dit tout ça. C'est très beau, c'est très bien. Ça attire les investisseurs. C'est bien. Mais sauf que ce n'est pas lui qu'on vend. Quand l'investisseur est venu et il a déposé l'argent, quel est le produit qu'on vend? Parce qu'en fin de compte, l'investisseur dépose son argent pour qu'on fructifie son argent à travers un produit ou un service qui est sur le marché. Dans le cas d'espèce, c'est quoi le produit qui est sur le marché? C'est quoi le service qui est sur le marché? Est-ce que toi-même qui m'écoutes, tu as déjà acheté ce produit-là? Est-ce que tu as déjà acheté ce service? Non. La réponse, c'est que la plupart parmi vous, vous-même les investisseurs, si on vous demande quel est le produit, vous ne connaissez pas. Vous avez acheté le leader. Vous n'avez pas acheté vraiment le projet, mais c'est le leader que vous avez acheté. C'est la bonne communication autour du leader que vous avez acheté. J'ai vu, il y en a qui ont fait la comparaison avec Dabali Express pour dire que, ben oui, mais Dabali et tout. Je vous en supplie, quand vous parlez de Dabali, la plupart parmi vous, vous ne connaissez même pas le nom de la dame qui a Dabali. Mais vous connaissez Dabali. Vous connaissez le restaurant Dabali. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, la plupart des gens de la diaspora, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils se disent, je vais manger chez Dabali. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais aller laisser de l'argent chez Dabali. Je vais aller acheter un produit chez Dabali. Je vais aller consommer. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent que réussir. Parce que dans leur communication, dans leur positionnement, ils ont grossi l'image de leurs produits par rapport à l'image du porteur de projet. Et c'est l'erreur que la plupart des Africains font. Ils préfèrent investir pour acheter les belles vestes, acheter le beau bureau
montrer qu'ils sont à l'aise au lieu d'investir pour la communication du produit qu'ils sont en train de vendre et dont ils prennent l'argent des souscripteurs. Vous voyez, c'est ça l'erreur que la plupart vous commettez et que vous continuez encore à commettre jusqu'aujourd'hui. Le 7e point ici qui fait en sorte que vous échouez dans ce genre de projet, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas rédiger vos contrats. Je vais vous parler en tant que juriste. Vous ne savez pas rédiger vos contrats. Pour la plupart des cas, vous prenez les contrats sur Internet, vous faites le copier-coller et vous donnez à vos souscripteurs ou à vos investisseurs. Sauf qu'après, vous échouez. Je vais prendre 2 aspects qui doivent figurer dans vos contrats. Première des choses, la personne qui vient, elle vient en tant que qui? Est-ce qu'elle est actionnaire avec les parts dans l'entreprise ou alors elle est investisseur à court terme ou à un temps bien défini? Très souvent, vous vous embrouillez à ce niveau-là. Alors, un actionnaire, il a des droits, d'accord? Il a certains droits aussi longtemps que l'entreprise va vivre. C'est ces droits-là qui vont faire en sorte qu'il peut, voilà, prendre certaines décisions ou bien il peut se prévaloir de certaines choses dans l'entreprise. Maintenant, il faut pouvoir encadrer l'actionnariat, les droits de l'actionnaire. De l'autre côté, tu as juste les investisseurs ou alors des business angels, comme on aime souvent les appeler, qui vont venir mettre de l'argent. Vous pouvez aussi encadrer ça dans une certaine période de temps, d'accord? De plus en plus, les start-upers le font. Donc, ils vont te dire que tu investis, c'est vrai, mais cet investissement va durer, voilà, notre lien dure pendant 5 ans, pendant 10 ans, le temps pour moi de faire tourner cet argent et ensuite de te rembourser. Et après, tu t'en vas tranquillement. That's it. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est la clause de confidentialité que vous négligez ou bien que vous ignorez. Vous savez, on conclut les contrats en fonction de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans une époque où l'information, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, peut jouer contre votre projet. Du coup, la confidentialité devient un élément très important dans vos contrats. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de porteurs de projets de levée de fonds comme ceci qui avaient de bons projets, des projets viables, mais il a suffi d'une mauvaise communication d'une personne qui était liée à ce projet pour que le projet tombe totalement à l'eau. Parce que ce sont des projets qui sont basés sur la confiance, d'accord? Donc, dans ce cas, moi j'aurais suggéré à ce jeune de mettre une clause de confidentialité que, quel que soit ce qui se passe dans l'entreprise, les souscripteurs, les investisseurs n'ont pas le droit, de divulguer les informations confidentielles liées au projet sans l'autorisation du service de communication ou bien du porteur de projet. Ils n'ont pas le droit. S'ils le font, ils s'exposent aux poursuites judiciaires. Je vous assure que, parce que quand tu regardes bien le projet, tu te rends compte que, en fait, on peut le sauver. Tu vois, la vérité, c'est qu'on peut le sauver. Moi, je vous parle par expérience. Je vous parle en tant qu'expert. On peut le sauver. Mais la mauvaise publicité qui a déjà été faite là, fait en sorte que ça remet en cause beaucoup de choses. La mauvaise publicité qui a déjà été faite, des souscripteurs qui disent que oui, j'ai fait un message à Adama, il m'a fait un chèque blanc, il ne m'a pas répondu. Ça crée le doute dans le cœur des autres souscripteurs. Ça crée le doute dans le cœur des banques. Ça crée le doute dans le cœur des leaders de sa nation. Ça crée le doute dans le cœur même des consommateurs. C'est une très mauvaise publicité que eux-mêmes ils sont en train de faire. Vous voyez? Donc, si dans le contrat, il avait mis cette clause de confidentialité là, et qu'une personne se lève à tort ou à raison pour mal parler du projet sans son autorisation, ce sont les avocats qui sont devant la porte de cette personne et ça devient autre chose. Vous êtes obligé de prendre ça en considération dans les temps où nous courons. Parce que le monde d'aujourd'hui aime les mauvaises nouvelles. Le monde d'aujourd'hui aime tuer les projets des autres. Le monde d'aujourd'hui aime ce genre de nouvelles. D'accord? Donc, si vous ne faites pas attention à votre communication, votre projet tombe à l'eau alors qu'il est encore à l'embryon. La 8e des choses qui fait en sorte que ce genre de projet échoue, c'est le manque de communication adéquate autour de l'évolution du projet. D'accord? Il faut savoir que quand on parle de communication, il ne s'agit pas toujours de dire les bonnes choses, de dire que tout va bien. Voilà, c'est pas juste ça, d'accord? À un moment donné, moi, ce que j'ai déploré dans la communication du jeune Adama, c'est qu'il n'a pas su rassurer ses investisseurs.
Il n'a pas su les rassurer. Il n'a pas su effectivement dire quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Vous voyez par exemple, dernièrement, le monsieur de Facebook là, Mark Zuckerberg, ils ont fait une communication selon laquelle on les attaquait sur la vie privée. En fait, comment est-ce que Facebook protège la vie privée de ses utilisateurs? Vous savez, c'est pas pour rien qu'ils ont fait cette communication là. Vous comprenez? C'est vraiment pas pour rien qu'ils ont fait cette communication là. C'était pour deux buts. Première des choses, c'était pour faire taire les critiques. Voilà, toutes les critiques que les gens faisaient par rapport à l'utilisation de Facebook. Et deuxième des choses, c'était pour montrer qu'ils sont conscients. Ils sont conscients et ils sont responsables. Vous voyez, ils sont conscients et ils sont responsables. Le vrai investisseur, il a besoin de savoir que tu es responsable. Le vrai investisseur a besoin de savoir que devant telle situation, devant telle difficulté, tu réagis en tant qu'une personne responsable. Un investisseur sait très bien qu'aucun projet suit une courbe parfaite. Le bon investisseur sait très bien qu'à un moment donné, tu auras des difficultés. Mais il veut savoir comment est-ce que tu traverses cette difficulté. Mais eux, ils n'avaient jamais communiqué sur leurs difficultés. Ils n'avaient jamais communiqué sur peut-être les moments difficiles, les entraves qu'ils sont en train de traverser. Jamais. Mais ce sont plutôt les autres qui ont commencé à communiquer dans ce sens-là. Et moi, je dis, c'est une erreur. Vous comprenez? C'est une erreur. Il faut rester vrai. Il faut rester responsable, même dans sa communication. La neuvième des choses que je peux dire ici, qui est comme une erreur, et qui est une erreur que la plupart des entrepreneurs africains font, c'est quoi? C'est le manque de développement du leader. Le développement personnel du leader. Vous savez, tu peux facilement gérer 1 million, d'accord? Mais pour gérer 100 millions, tu dois devenir une autre personne. Pour gérer 1 milliard, tu dois devenir une autre personne. Il est inadmissible qu'avec le même développement personnel de 1 million, tu aspires gérer 10 milliards. Ou bien tu aspires gérer même 1 milliard. Ou bien 100 millions. C'est impossible. C'est impossible. La plupart des leaders négligent le développement personnel. Ils n'ont jamais suivi un cours de leadership. Ils n'ont jamais fait suivre un cours de leadership à leurs équipes. Ils n'ont jamais appelé un cabinet de leadership pour venir voir comment est-ce que ça se passe dans leur entreprise. C'est normal qu'à un moment donné, ils commencent même à disjoncter. C'est normal qu'à un moment donné, la pression fait en sorte qu'il n'est plus serein. La pression fait en sorte qu'ils prennent les mauvaises décisions. La pression fait en sorte que peut-être qu'il veut même se comparer à d'autres personnes et il prend des mauvaises décisions. Et quand je regarde un peu notre jeune Adama, je me rends compte qu'il est tombé dans tous ces pièges-là. D'accord? Il est tombé dans tous ces pièges-là et c'est là où il se retrouve, là où il est. Mais je continue à croire qu'il y a de l'espoir pour lui. Je continue à croire qu'il y a de l'espoir et je continue à croire qu'il peut se relever. Je continue à croire que c'est notre futur Aliko Dangote. Parce que ce jeune a du potentiel. D'accord? Ce jeune a la fourbe. Ce jeune a du potentiel réellement. Mais s'il corrige certaines choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous assure qu'il fera même plus que Aliko Dangote. Il fera même plus que les Mark Zuckerberg. Parce qu'il sait réunir les gens. Il sait déjà réunir les gens. Il sait inspirer confiance dès la base. Il sait travailler. Il sait se battre. Vous voyez? Il a cette niaque-là en lui. Et il est jeune. La jeunesse, c'est son plus grand atout. Sa force, c'est son plus grand atout. Donc, moi, je ne sais pas s'il va écouter cette vidéo. Faites l'effort de lui envoyer cette vidéo-là. S'il écoute cette vidéo, je vais lui dire que, tu sais, on dit souvent que dans les affaires, on peut tomber même 7 fois avant de connaître l'émergence qui va avec. Donald Trump est tombé plusieurs fois avant d'arriver où il est. Et Donald Trump continue à courir. Donc, toi, tu es encore jeune, tu n'as même pas encore 30 ans. Je vais te dire, corrige tes erreurs. Tu vois? Corrige tes erreurs et avance. Corrige tes erreurs et avance avec ceux qui vont continuer à croire en toi. Il y en a qui vont continuer à croire en toi. Moi, par exemple, je continue à croire en toi. Je sais que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Je sais que l'entrepreneuriat est difficile. Et que les gens qui sont autour de nous vont souvent nous décevoir. Tu vas faire confiance à des gens et puis voilà, c'est eux qui vont te poignarder dans le dos. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Essuie tes larmes, reprends tes forces, cible les personnes qui peuvent te faire confiance et continue. S'il faut rembourser à certaines personnes, appelle ces personnes-là et demande-leur du temps. Même si c'est 5 ans, même si c'est 7 ans. En 7 ans, tu peux faire des grandes choses. Demande-leur du temps. Signe les engagements que tu vas leur rembourser. Et ne commets plus l'erreur de ne pas faire le marketing de ton produit. Mets le marketing en avant.
Et il y a des gens qui vont te soutenir. Les gens comme moi, je vais te soutenir parce que j'avais déjà même commencé, d'accord, à parler de ton projet, à parler de toi. Donc, on va te soutenir pour que tu puisses faire des ventes, pour que l'argent puisse rentrer. Je ne sais pas si peut-être des banques pourront te soutenir, mais tu pourras rembourser, d'accord. Il faut savoir qu'il y a l'argent. L'argent est disponible là dehors, mais l'argent est disponible à ceux qui vendent des services. L'argent est disponible à ceux qui vendent des produits. Donc, si tu as des services, tu as des produits, ça veut dire que tu pourras avoir n'importe quelle somme d'argent que tu rêves avoir. Tu vas te défaire de tes créanciers, tu vas rembourser tes dettes et puis, the sky is your limit. La vie est belle devant toi. Donc, reprends tes forces et puis rentre en jeu. Continue tout simplement et puis tout ira bien pour toi. Donc voilà le message que j'avais à vous transmettre et vous éduquer un peu à travers cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ceci? Laissez-moi un commentaire. Partagez cette vidéo au maximum autour de vous. C'est gratuit, hein? Partager, c'est complètement gratuit. Donc partagez autour de vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.